Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, un protocole d'accord dans le domaine maritime vient d'être paraffié entre Conakry et Bruxelles avec à la clé la réalisation de 3 stations côtières pour un coût global estimé à 3 millions d'euros. Et puis, nous irons dans le Bouré, plus précisément à Sigiri, pour vivre les échos de la journée nationale de la jeunesse. La cité aurifère fait sa toilette avant le lancement officiel des activités. Enfin, les acteurs impliqués dans la vaccination se concertent et comptent mettre en place une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources endogènes pour augmenter la couverture vaccinale et réduire le nombre d'enfants sans vaccin en Guinée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Conakry abrite les travaux de la Cour de justice de la CEDEAO. Au cœur de cette rencontre, la pratique, la procédure et jurisprudence de la Cour de cette institution sous-régionale ouest-africaine. Au terme des travaux, ces acteurs se sont familiarisés avec les outils d'analyse. Ils ont désormais une idée sur la Cour et le droit communautaire. Explication, Tierno Younoussa Bayalo. La Guinée est membre à part entière de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans l'administration judiciaire du pays, la connaissance de ce droit communautaire est plus que jamais nécessaire. À Conakry, magistrats, professeurs d'université, avocats ou autres praticiens du droit s'approprient les outils de cette Cour de l'espace CEDEAO. Le présent séminaire s'inscrit dans le cadre de la qualification et du renforcement des capacités de juges et acteurs judiciaires et procède de la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de créer les conditions propices à la gestion transparente et crédible, tant dans le mécanisme d'exécution des décisions de la Cour qu'au niveau des stratégies de renforcement de son efficacité. Ce séminaire va permettre de faire la connaissance de la Cour, de la prise de ses décisions, de l'interprétation de ses décisions et de l'exécution surtout de ces décisions et des conséquences qui découlent de la non-exécution de ces décisions. La Cour de justice de la CEDEAO est une juridiction supranationale. La connaissance de son statut, de sa composition et de ses compétences offre aux bénéficiaires un ensemble de connaissances sur le fonctionnement de cette juridiction. Il s'agit d'amener les participants à mieux se familiariser avec l'environnement juridique favorable à la réalisation des buts de la communauté. Ce qui est important, c'est que l'une des compétences du tribunal, c'est celle de veiller aux droits humains, aux droits de l'homme. Et c'est dans cette optique que nous allons procéder ici. La question de compétence du tribunal de justice en Conakry. La rencontre de Conakry est initiée dans le cadre du programme annuel de sensibilisation du droit communautaire dans l'espace CEDEAO. Elle va en outre établir des relations de travail entre la Cour et les juridictions nationales. Les enseignants de Guinée ont célébré ce 5 octobre la journée internationale de leur corporation. Pour cette 25e journée, l'accent a été mis sur les conditions de vie, mais aussi les approches pour mieux qualifier le système éducatif guinéen. Samara Tono. Au lycée-collège 1er mars de Matam, les enseignants de la ville de Conakry se sont donné rendez-vous ce matin pour célébrer leur 25e journée internationale. L'événement est placé cette année sous le thème « Jeunes enseignants, l'avenir de la nation ». Un thème pour célébrer les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation ces dernières années, mais aussi réfléchir sur de nouvelles approches en vue de mieux qualifier le système éducatif. L'enseignant doit être dans un dispositif continu de renforcement de capacité. Depuis ces vacances, nous avons démarré des séries de renforcement de capacité des enseignants identifiés qui avaient des besoins de renforcement de capacité. Donc ces besoins ont été pris en charge et je crois que pour cette catégorie d'enseignants dont les capacités ont été renforcées, eh bien, elle fera une bonne rentrée scolaire. Cette journée est aussi l'occasion pour le corps enseignant d'attirer l'attention des autorités et les partenaires sur leurs conditions de vie et de travail. Les parents d'élèves sont aussi interpellés sur leurs responsabilités en vue de faciliter l'apprentissage
des enfants. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est pour que les enseignants acceptent, en collaboration avec les parents d'élèves, avec les élèves eux-mêmes, pour qu'il y ait une année scolaire apaisée. La seconde préoccupation, c'est les conditions de vie des travailleurs du système éducatif. Parce qu'on ne peut pas se lever le matin, aller en classe pendant qu'on a laissé des petits soucis à la maison. Les parents d'élèves, c'est de mettre les enfants à disposition. C'est-à-dire la scolarisation massive de nos enfants, mais surtout des jeunes filles. C'est de libérer nos enfants des tâches ménagères. C'est de mettre les enfants dans les conditions d'apprentissage. Pour encourager l'émulation en vue d'aboutir à un enseignement de qualité, les éducateurs qui se sont distingués de par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire écoulée sont récompensés. Le prix du meilleur enseignant est revenu à un professeur de mathématiques de la commune de Matoto dont l'élève a obtenu la meilleure note en maths au BEPC, soit une moyenne de 20 sur 20. Le directeur communal de Matoto reçoit au nom du récipiendaire un ordinateur portable et une enveloppe de 3 millions de francs guinéens. 6 ans après leur recrutement à la fonction publique, les jeunes acteurs du changement JICA 518 ont organisé un forum sur l'immigration clandestine, causes et solutions durables. Le forum a regroupé membres du gouvernement, acteurs de la société civile, des jeunes de Conakry et de l'intérieur du pays, à ligne de mire sensibilisés pour endiguer le fléau. Amadou Touré nous fait le point. Avec une population composée en majorité de jeunes, la Guinée, à l'instar des autres pays du continent, fait face à un véritable phénomène d'immigration irrégulière. Le fléau interpelle les décideurs et autres acteurs du développement à une amélioration des conditions de vie des jeunes. Et c'est dans ce cadre que les jeunes acteurs du changement JAC 518 ont initié ce forum sur le thème « Immigration clandestine, causes et solutions durables ». L'idée est de sensibiliser nos jeunes frères. Nous sommes là dans le cadre là pour lancer un appel à la jeunesse guinéenne que nous devons être fiers de la Guinée. De 1958, cette souveraineté, cette image, nous devons la garder. Mais aussi d'accompagner le gouvernement qui dédie le mandat à la jeunesse et aux femmes. Cette jeunesse-là ne peut pas rester à côté sans sensibiliser nos frères. Selon les statistiques fournies par les panélistes, la Guinée figure actuellement parmi les pays africains les plus confrontés à l'immigration clandestine. Ce, en dépit de tous les efforts du gouvernement pour endiguer le fléau. En matière institutionnelle, nous avons aujourd'hui la BAD qui a ouvert en Guinée, qui travaille dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est un effort du gouvernement qui a tout un projet dans le secteur agricole pour essayer de fixer et accompagner les Guinéens. Ça fait mal au cœur. En tant que ministre, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grande sœur, ça fait mal au cœur. Et c'est ce que je dis, on est tous responsables. Tous responsables dans les communautés, on voit les gens qui partent, on le sent. C'est à chacun d'entre nous, tous les jours, de faire véhiculer le message qu'on peut essayer de réussir chez nous. Il y en a qui peuvent partir parce que la vie aussi est faite d'échanges. Mais ceux qui partent et qui ne vont pas réussir parce que ce n'est pas dans les bonnes conditions, c'est à chacun d'entre nous de nous assurer qu'on les accompagne. Ce forum qui intervient à l'occasion de l'ANSIS du recrutement des 518 dans l'administration publique guinéenne sur initiative du chef de l'État a connu la participation de nombreux jeunes de Conakry et de l'intérieur du pays. Des membres du gouvernement et des acteurs de la société civile étaient également de la partie. Comme annoncé dans les titres à Sigiri, la célébration de la journée nationale de la jeunesse tient toutes ses promesses. Dans cette journée orifère, les associations et cadres du ministère de la Jeunesse se mobilisent pour une campagne d'assainissement avant le lancement officiel des festivités. Cette année, le thème choisi est jeunesse, paix et développement durable. Reportage à Sigiri, Aboubakar Diaby et Eugène Dunamou. Comme convenu, la célébration du 29e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse se tient à Sigiri, dans la région de Kankan. Autorités préfectorales et communales, cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes et associations de jeunesse se mobilisent autour de cette opération d'assainissement. L'assainissement fait partie des priorités du gouvernement et de la ville de Sigiri. Nous allons accueillir ici à Sigiri son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, les membres du gouvernement. Donc nous avons jugé utile de commencer d'abord par assainir la ville parce que la ville de Sigiri abrite le 29e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse. Vous nous avez donné un bon exemple
Parce qu'à Conakry, chaque mois, les gens sortent pour faire ça là. Mais sur le Platadio, Sigiri, nous allons programmer chaque samedi, la jeunesse, je vais les mobiliser, nous allons sortir pour ramasser les ordures. Placée sous le thème jeunesse, paix et développement durable, cette journée sera mise à profit, proposer des actes au bénéfice des populations. On parle d'environnement, ce n'est pas seulement les ressources naturelles, c'est le cadre de vie. Il faut assainir les cadres de vie pour éviter les maladies que nous vivons aujourd'hui. Donc nous sommes très fiers, nous sommes venus pour accompagner nos parents, pour les sensibiliser, pour qu'il y ait plus d'actions vigoureuses en faveur de l'assainissement au niveau de la ville. Nous vous affirmons que nous adhérons pleinement au programme de société de monsieur le professeur, le président Alpha Condé. Et cet acte aujourd'hui pour nous est un acte d'une prise de conscience de la part de la jeunesse. De Nankoda, direction la maison des jeunes de Sigiri. Ici, les travaux de la journée nationale de la jeunesse ont été officiellement lancés à travers un atelier de formation. Cet atelier de présentation, de partage et de validation de la stratégie nationale pour l'emploi des jeunes va durer 3 jours. Le professeur Alpha Condé et son gouvernement ne cessent d'inscrire les questions de jeunesse, les questions d'emploi des jeunes au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs activités. Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir à un moyen permettant à notre département d'élaborer un programme national de l'emploi des jeunes. Cette démarche d'insertion socio-professionnelle est très saluée dans le Bourré. Une mission de la Banque mondiale sur les chantiers de l'ANAFIC à Boké. Plusieurs communes rurales de cette préfecture ont bénéficié de cette initiative présidentielle. La mission était sur place pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de construction des infrastructures sociales. Younous Tawel Kamara, de retour de Boké. Les entreprises en charge de la construction des infrastructures de développement sur financement de l'ANAFIC dans certaines communes rurales de la région de Boké s'activent pour être dans le délai contractuel. Pour toucher du doigt la réalité de ces travaux, les responsables de l'Agence nationale de financement des collectivités et la délégation de la Banque mondiale se sont rendus dans les localités bénéficiaires. De Mankuntan à Kamsar, en passant par Kolabui et Sangaridi, partout les travaux avancent à grands pas dans ces communes rurales. Pour cette année, 2 projets ont été retenus dans la commune rurale de Mankuntan, répartis en 2 lots. Lot 1, construction et équipement d'une école primaire de 3 salles de classe, bureaux et magasins, avec 2 blocs latrines de 2 et de 3 cabines, un logement pour le directeur, et une clôture grillagée de 400 mètres linéaires. Et lot 2, la réhabilitation de l'école du collège de Mankuntan. Le coût global des 2 micro-projets s'élève à 1,2 milliard. Cette fois-ci, la CR de Sangaredi a bénéficié des fonds de l'ANAFIC parce qu'ils sont à la hauteur de 2,350 milliards de francs guinéens. Et donc cette somme a servi à réaliser 4 micro-projets. Premièrement, la construction d'un collège de proximité à Bouléré, la construction d'une école élémentaire de 6 classes plus logement de l'enseignant à Tiankounaï, la construction d'une gare routière, d'un hangar pour la gare routière de Sangaredi Centre, et la construction d'un poste de santé avec le logement du chef de poste dans le district de Wossou. En plus de la construction de ces édifices publics, quelques groupements de femmes de la région de Boké bénéficient également de ce programme de l'ANAFIC. Une manière d'accompagner ces femmes dans leurs activités pour être autonomes. Les travaux de ces infrastructures, une fois achevés, vont contribuer sans nul doute au développement socio-économique des différentes communes rurales de la région administrative de Boké. Le ministre de l'administration du territoire a reçu une délégation de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie s'engage aussi à accompagner le gouvernement guinéen dans le processus électoral en cours. Une démarche vivement saluée par le général Bourré Makonde. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Kamara.
Le 28 décembre 2019, c'est bien le chronogramme retenu par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la tenue des prochaines consultations électorales en Guinée. Déjà sur le terrain, l'organe de gestion des élections est à pied d'œuvre pour l'identification des électeurs, mais aussi la formation des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. C'est dans cette dynamique que le ministre de l'administration du territoire a récemment mis à la disposition de l'institution 4000 kits d'enrôlement biométrique. Un geste apprécié par les institutions internationales comme cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans le cadre du processus électoral important qui attend la République de Guinée, la secrétaire générale a décidé de déployer une mission d'accompagnement, comme nous avons l'habitude de le faire, et nous sommes là en mission, on va dire, exploratoire pour recueillir le maximum d'informations et établir le maximum de contacts afin que l'agenda de cette mission-là, qui va s'étaler sur quelques mois. Ils nous ont demandé quelles sont les contraintes qui pèsent sur le département par rapport à cette attente de la CENI auprès de nous. Donc nous avons apporté les réponses nécessaires et j'ai salué au nom du président de la République et au nom du Premier ministre-chef du gouvernement cette disponibilité de l'OIF quant à sa présence aux côtés des pays membres de l'espace francophone chaque fois que besoin est exprimé. Peu après cette rencontre, le ministre général Bourema Condé a également conféré avec la délégation de l'UNICEF. La collaboration entre l'UNICEF et l'ANAFIC, une collaboration qui est très importante, surtout le support à la gouvernance locale. L'Agence nationale de financement des collectivités et le programme national d'appui aux communes de convergence, sollicité par l'institution onusienne, est apprécié par l'autorité en charge de la politique de décentralisation. L'axe de coopération Conakry-Bruxelles se renforce. Un protocole d'accord vient d'être signé pour la réalisation sur le littoral de 3 stations côtières d'un coût global de 3 millions d'euros. Ces travaux vont aider le pays à améliorer la sécurité dans les eaux territoriales guinéennes. Fodé Camara. Derrière cette série de signatures se dessine une histoire de chiffre 3. 3 stations côtières de 3 millions d'euros à réaliser sur le littoral, précisément à Kamsar, Kassa et Sandervalia. Un dispositif ultra-moderne d'alerte précoce des détresses en mer. Il y aura premièrement le centre de contrôle ici à la gare de Sandervalia où il y aura les postes d'opérateurs, tout à fait sécurisés dans un système à data center, donc avec des écrans où les opérateurs vont pouvoir visualiser le trafic maritime devant les côtes guinéennes. Ils auront aussi des postes de radio pour communiquer avec les navires en cas de détresse et aussi pour envoyer éventuellement des informations de sécurité afin d'éviter d'avoir des accidents en mer. Ce système de surveillance maritime prévoit aussi les volets formation et maintenance préventive. Au-delà de ce projet, dans la période 2016-2023, au compte de l'axe de coopération Conakry-Bruxelles, il est prévu un accord de financement de projet de 75 millions d'euros. La Belgique a rouvert une mission diplomatique en 2016 et que donc en l'espace de quelques années, la coopération s'est considérablement accrue puisqu'on est passé de financement de quelques millions d'euros via des ONG dont les actions sont évidemment très importantes, mais avec un volume qui s'est accru jusqu'à environ 75 millions pour la période 2016-2023, ce qui pour la Belgique n'est pas négligeable et je pense que pour la Guinée c'est également une contribution qui est appréciée. Merci. En 2012, au large de Boulbinet, au port artisanal de Goufoulon, plus de 50 insulaires ont perdu la vie. Aujourd'hui, ce projet de réalisation de 3 stations côtières va faciliter l'application de la Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Nous allons faire en sorte que ce projet soit réalisé le plus rapidement possible pour qu'au terme du délai contractuel de 10 mois prévu dans le contrat que nous venons de signer, que ces 3 stations soient effectivement opérationnelles. Ceci donc effectivement confirme la bonne qualité des relations entre la Guinée et la Belgique en particulier, mais entre la Guinée et l'Union européenne en général. Et je crois que tout ceci augure de rapports encore plus fructueux dans l'avenir. Autre avantage de cet accord de coopération, la protection de l'environnement marin par la lutte contre la pollution. Le respect de cette exigence de développement durable est susceptible de sécuriser le corridor maritime, mais aussi et surtout bonifier les échanges commerciaux. En dehors du continent, New York, la Guinée, la Namibie signent un mémorandum d'entente sur l'énergie valable pour 5 ans. Ces mémos viennent combler le déficit énergétique dans les 2 pays. Depuis New York, voici la correspondance de Fatoumata Samoura. Le ministre guinéen des Affaires étrangères et la vice-première ministre de la Namibie signent un mémorandum d'entente entre leurs 2 États. L'instrument juridique vise à promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre d'une coopération entre la Guinée et la Namibie dans le secteur de l'énergie. L'échange d'expertise scientifique, de gouvernance énergétique et de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun sont entre autres domaines ciblés par le protocole. La signature de ce mémorandum était au centre des discussions entre nos chefs d'État lors de la visite du président namibien en République de Guinée. Nous avons signé le protocole selon le souhait de nos responsables. La Guinée et la Namibie sont 2 pays membres de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, une initiative portée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Lors de la visite du président Alpha Condé en Namibie, il a insisté auprès des ministres pour que cet accord soit très rapidement signé. Donc ils nous ont donné du devoir à faire. Et c'est ce que nous venons de faire, nous, en tant que ministre chargé des Affaires étrangères. Maintenant, il revient au ministre des Mines, de l'Énergie, de s'assurer maintenant que cet accord est effectivement mis en œuvre. Le mémorandum d'entente paraphé ce 29 septembre à New York est un protocole à mode simplifié et entre immédiatement en vigueur pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Le Conseil des Guinéens de l'étranger en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères a procédé à la remise des satisfecit aux récipiendaires du forum Guinée-Côte d'Ivoire tenu récemment à Abidjan. La cérémonie a connu une forte mobilisation de la part des cadres des départements ministériels. Ousmane Bangoura. C'est la remise officielle des satisfecit d'honneur et de participation aux heureux récipiendaires du Forum économique Guinée-Côte d'Ivoire, tenu les 21 et 22 juin 2019 à Abidjan. Ce forum avait pour thème la transformation de nos matières premières. Quel enjeu pour nos économies? L'objectif était de nouer des opportunités d'affaires entre les investisseurs guinéens et étrangers. L'occasion est opportune pour le département des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de saluer l'esprit d'initiative et d'engagement du Conseil des Guinéens de la Côte d'Ivoire qui n'a épargné aucun effort pour la réussite de cet important événement placé sous le leadership de son président, je veux nommer M. Sékou Kaba. Au nom de son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, je tiens à réitérer fermement notre engagement à accompagner ce genre d'initiative. Ce premier forum d'Abidjan a débouché sur plusieurs recommandations, notamment la mobilisation de nos communautés à l'extérieur afin d'optimiser le processus de développement socio-économique de la Guinée. C'est le lieu et le moment d'affirmer clairement que ce forum a été une réussite et a eu des retombées positives car il a permis de rehausser l'image de notre pays, la Guinée. Nous bénéficiaires aujourd'hui de cette distinction honorifique,
Et remercions vivement le Conseil des Guinéens de l'extérieur et particulièrement son président, M. Kaba. Il a affiché une responsabilité et il s'est battu avec son équipe pour réussir, tout comme disait l'autre, à vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Nombreux sont des Guinéens vivant à l'étranger. Ce que la Guinée représente aujourd'hui pour l'Angola, j'ose vous dire que c'est ce qu'elle a toujours représenté pour l'Angola. Nous invitons toutes les entreprises guinéennes en Angola. Donc rendez-vous Angola pour la première édition du Forum économique Guinée-Angola. Ce genre de partage d'expérience devrait non seulement permettre à la Guinée de rehausser son image de marque, mais aussi amener les opérateurs économiques de signer des conventions de partenariat. Dans l'actualité également en santé, les acteurs impliqués dans la vaccination en Guinée étaient récemment en conclave. Ils comptent élaborer une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources endogènes pour faire face à une situation préoccupante avec une baisse de la couverture vaccinale et une forte augmentation du nombre d'enfants sans vaccin. Abraham Christophe Conté, Bausman. Les participants à cette rencontre s'informent sur la stratégie de mobilisation des ressources internes pour la vaccination en Guinée. Une rencontre d'échange franc et direct initiée par le programme élargi de vaccination PEV Guinée. L'idée est d'améliorer la qualité des données et la couverture vaccinale, mais aussi générer la demande auprès de la population. Ceci pour mieux gérer les rumeurs actuelles sur la vaccination. Nous avons déjà un partenariat public-privé avec la Chambre de commerce. Ce partenariat a déjà commencé et nous avons discuté avec la Chambre de commerce. Toutes les activités ont été décrites où cette Chambre de commerce pourrait venir en aide à la vaccination. La réflexion des participants au cours de cette rencontre d'échange devrait déboucher sur une série de recommandations visant l'amélioration de la visibilité du programme élargi de vaccination. C'est pour améliorer la qualité des données de vaccination et renforcer la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Rappelez-vous aussi que c'est Madame, son Excellence la Première Dame, qui a pris le devant sur la vaccination dans ce pays. Donc cet atelier vraiment est central à tous les efforts que le PEV fait et que le ministère fait pour vacciner tous les enfants en République de Guinée. Nous avons tenu en 2017 un forum sur la vaccination et suite à ce forum, il y a une feuille de route qui a été définie. Et il a été constaté également que les ressources pour la vaccination ne sont pas, si vous voulez, de façon optimum. Il y a le gouvernement qui prend une bonne partie, nous avons aussi les partenaires qui nous accompagnent, mais nous sommes dit aussi qu'il faut qu'on trouve une autre façon de trouver des moyens pour pouvoir avoir des ressources et des financements pour cette vaccination-là de façon endogène, c'est-à-dire au niveau national. Cet atelier va nous permettre aujourd'hui de voir quelles sont les stratégies que nous puissions appliquer pour aboutir à cet objectif-là. Cette rencontre devrait aboutir à l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources pour le financement du système de santé pour tous. Qu'avons-nous fait de notre indépendance dans le secteur sanitaire? La Guinée vient de loin pour sanctionner son audace du non-référendum. L'administration coloniale se retire avec ses médecins. Depuis lors, le pays s'est engagé dans un processus de reconstruction de son système de santé. Aujourd'hui, le combat dans la prise en charge de plusieurs maladies est presque gagné, même si quelques défis restent encore à relever. Samara Tolno, Mohamed Pati Kamara, Hadia Toubari. L'administration coloniale a laissé la Guinée dans un état fiévreux. Mais le pays retrousse les manches et devient convalescent avec le patriotisme affiché des jeunes médecins. Parmi ces illustres figures, Dr Mamadou Kababa. Poussé par la fierté d'appartenir à une nation libre, ce médecin en phase de thèse en France rentre au Bercail en compagnie d'autres jeunes praticiens volontaires déterminés à prendre le système de santé national en main. On a repris les infirmiers, on les a recyclés rapidement pour qu'ils puissent faire ce qui est urgent. Qu'est-ce qui tuait les gens à l'époque ici et qui continue à tuer nos parents en brousse encore, les hernies étranglées.
des appendicites, des accouchements des femmes, etc. C'est ce qui tue les gens le plus souvent. Donc on a appris à ces infirmiers à opérer des hernies, comme ici avec des tétanos, la nétase et tout. Donc ils vaccinaient les femmes enceintes. Et j'ai introduit ça en Guinée avant l'OMS. Le tétanos ombilical contrôlé en 1960, le pays se tourne vers la finalisation des édifices hospitaliers en construction dont le financement avait été bloqué par le général de Gaulle. Cette rude preuve sera surmontée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires qui accordent des fonds au pays. L'hôpital Ignadine, c'est moi qui l'ai rénové. On a eu un prêt, un don. J'ai investi, on a rénové les 6 bâtiments à étage, les bâtiments qui sont au milieu là où il y a des services d'urgence. C'est moi qui les ai créés, parce que nous vraiment on est des bâtisseurs. Dans chaque cercle, on disait ça, qu'on appelle maintenant préfecture, il y avait quand même un petit centre de santé. Hein. Mais c'était pas équipé et tout, mais jusqu'à présent, c'est les bâtiments là qu'on utilise, on a un peu modernisé, quoi. L'amélioration des prestations de soins à travers la disponibilité des médicaments était l'autre axe prioritaire au lendemain des indépendances. Pour rendre le secteur pharmaceutique performant, la Guinée se dote en 1976 d'une usine de production de médicaments de première nécessité. L'entreprise nationale d'industrie pharmaceutique de Guinée, Eni Fargui, permet d'assurer la couverture gratuite en produits pharmaceutiques des établissements hospitaliers. De la période coloniale, Pharmapro, dont la base était, la filiale était basée à Mamou, il y a eu la Pharma Guinée qui a été rendue déclarée entreprise nationale et qui a évolué en statut dans les années 78 et pour être un établissement public en caractère administratif. C'est cet établissement public qui ravitaillait toutes les structures sanitaires publiques du pays en produits de santé. En quelques années, et en dépit de quelques soubresauts, la Guinée développe un important réseau sanitaire. Mais en fin 2013, le virus Ebola met à nu la fragilité et les limites de son dispositif sanitaire. L'assistance internationale sera capitale pour juguler et arrêter le virus. Au bout de 3 années de lutte, la maladie est contrôlée. Pour faire face à d'éventuels cas de maladie à potentiel épidémique, le pays se dote d'un dispositif sanitaire de riposte des plus performants sur le continent. Dans toutes les constructions qu'on réalise au niveau des structures sanitaires, nous avons prévu d'y mettre un centre, une unité de prise en charge des maladies à potentiel épidémique. L'autre acquis aujourd'hui dans le secteur sanitaire est l'augmentation du budget alloué au secteur. Il passe de 2,3 à 8% en 2016. Un engagement politique pour gagner le pari de la couverture santé universelle pour tous. L'aboutissement d'un véritable parcours de combattants qui a débuté aux premières heures de l'indépendance. Enfin, les jeunes cadres de la Guinée forestière pour la nouvelle constitution étaient ce matin au siège du RPG Arc-en-Ciel. Ce mouvement se dit déterminé à soutenir le projet au regard des actions réalisées par le président Condé. Abraham Christophe Condé, Bossman. Au siège du parti RPG Arc-en-Ciel ce matin, les jeunes cadres de la Guinée forestière se sont donné rendez-vous pour exprimer de vive voix aux cadres du parti leur point de vue sur la nécessité d'une nouvelle constitution. Ils se disent favorables au débat. Nous avons initié ce mouvement pour justement soutenir le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, dans ses actions de développement. Comment faire pour non seulement pérenniser ses actions et comment faire pour qu'il puisse aller de l'avant. Et c'est un travail qu'il ne peut pas faire lui seul. Il faudrait donc que tout le peuple de la Guinée forestière mette la main à la pâte pour faire ce travail pour que la Guinée soit un pays émergent. Face à un public attentif, les historiens et les hommes de droit sont revenus sur la nécessité du débat public. Des échanges de paroles qui devraient permettre aux différentes couches sociales de mieux cerner le principe de changement constitutionnel, mais aussi de rehausser le niveau du débat. Quand nous parlons aujourd'hui de la nouvelle constitution,
Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la constitution que nous avons sous nos yeux, la constitution en fait, qui est la mère de toutes les lois, aujourd'hui, comprenons ensemble que ça a été adopté dans un contexte transitoire. Ni l'Assemblée n'a été associée à l'époque, on n'avait pas une Assemblée nationale régulière et elle n'a pas été soumise au peuple pour une approbation bien entendu par voie référendaire. Donc aujourd'hui nous voulons une constitution dans laquelle les Guinéens vont se reconnaître. Au regard de ce que le gouvernement guinéen représente en termes d'espoir, le mouvement des jeunes cadres de la Guinée forestière pour la nouvelle constitution serait déterminé à faire de son mieux pour accompagner l'adoption du projet. Pour conférer à cette rencontre un caractère fraternel et culturel, les Awagi ont fait danser le public au rythme de la musique forestière. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos de 20h, c'est avec Medine Konaté. À bientôt, Inch'Allah.